Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter donc un sujet qui me tient à cœur, autant par, mon aspect vétérinaire, même inspecteur de santé publique vétérinaire et mon doctorat actuellement en cours, donc mon métier de chercheur. Ce sujet, c'est autour de la santé publique, c'est autour de l'intérêt général finalement. C'est, le concept One Health ou une seule santé, je vais utiliser les 2 termes, pour moi c'est synonyme, en action autour du virus West Nile, virus que si vous ne connaissez pas, je vais vous le présenter. On peut aussi dire virus du Nil occidental, mais ça va beaucoup moins vite, donc on va dire West Nile. Pour commencer, je vais vous introduire le virus West Nile comme un flavivirus qui est c'est un terme, dont on se fiche un peu. Flavivirus, en réalité, ce qui est important, c'est de noter qu'il fait partie d'une grande famille d'autres virus qui vont avoir des effets assez importants quand même sur nos populations, qu'elles soient humaines ou animales, avec des symptômes qui vont être, neurologiques, ou autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails et qui sont beaucoup transmis par des insectes, donc des vecteurs et on y arrive juste après, simplement, pour introduire ce concept. Donc, le virus West Nile, c'est ce qui est très important, sur ce virus, c'est qu'il est transmis selon un cycle entre d'un côté, vous avez l'avifaune qui va jouer le rôle de réservoir, donc l'avifaune va pouvoir être infectée par le virus et elle va pouvoir, lorsqu'elle est piquée par un moustique, transmettre le virus au moustique, à travers le sang. Le moustique va lui s'infecter également et ensuite va à nouveau pouvoir retransmettre le virus jusqu'à un autre oiseau, ou autre chose et on y arrive. Les oiseaux vont également pouvoir transmettre le virus d'un oiseau à un autre par la voie orofécale, par les fientes. Les moustiques, lorsqu'ils ont plus assez d'oiseaux ou lorsqu'il y a trop de moustiques, ou n'importe quelle autre raison qui fait qu'un moustique, culex, donc le moustique commun, hein, je précise, hein, c'est pas le moustique tigre, hein. Lorsqu'un moustique, infecté décide d'aller piquer autre chose qu'un oiseau, il va aller piquer, donc d'autres vertébrés, notamment des mammifères, qui sont ce qu'on appelle des impasses épidémiologiques, c'est dans le nom. Les mammifères ne vont pas pouvoir transmettre le virus à un autre moustique. Donc ils vont pas pouvoir retransmettre la maladie. C'est très important. Par contre, ils vont pouvoir développer des symptômes. Là où, on va y revenir après, hein. Les oiseaux vont développer rarement des symptômes, voire très rarement. Il y a des signes cliniques qui restent malgré tout, hein, rares, peu fréquents, chez l'humain et chez le cheval. On va s'y pencher après. Ce qui est important de noter toujours dans le cycle, donc la transmission du virus, l'humain, il va pouvoir transmettre le virus à un autre humain, mais seulement par un seul moyen, c'est un moyen médical finalement, par la transfusion ou la transplantation. Parce que, le virus va pouvoir se retrouver dans les organes et y compris le sang et être transmis par un don et vous vous doutez que c'est quand même relativement grave et relativement important parce que souvent lorsqu'on reçoit un don, on n'est pas, en toute meilleure forme. Ça, c'est pour le cycle, on y reviendra plus tard à ce cycle, hein, c'est assez important de voir, voilà, les impasses et le rôle de l'avifaune et du moustique. Les signes cliniques, je vais quand même, faire un point dessus parce que ça nous intéresse tous. Il y a très peu de signes chez l'oiseau. Dans l'avifaune, il y a vraiment, bon, parfois des anorexies, des tremblements, désorientés, des choses assez frustres qui ne permettent pas de déterminer, bon, là, ça, c'est un cas de West Nile, non, pas du tout. Je précise que ça, c'est pour l'avifaune européenne, africaine ou asiatique. Dans l'avifaune américaine, c'est pas du tout la même idée et encore une fois, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait beaucoup d'études américaines où il y a beaucoup plus de symptômes. Chez l'équidé, il y a la majorité des cas qui sont asymptomatiques. Un peu moins de 20 des cas qui ont de la faiblesse, de l'hyperthermie, donc un syndrome fébrile que vous connaissez tous, qui sont pareil assez peu, significatifs et autour d'1 des cas qui vont présenter des signes neurologiques, de l'ataxie, de l'hyperesthésie, des tremblements, des fasciculations, ça peut être assez marqué, assez impressionnant. Ça peut aller jusqu'à la parésie, au décubitus et au décès et enfin, chez l'humain, on a le même peu ou prou tableau clinique que chez le cheval, même s'il y a beaucoup moins de mortalité chez l'humain et heureusement. On a 80 d'asymptomatiques, une vingtaine de pourcents de syndrome fébrile et des symptômes neurologiques pour, le petit pourcent restant, un peu moins d'1 en réalité. Ça peut être très sérieux et c'est pas forcément sérieux enfin ça peut être un syndrome neurologique faible quelque chose de fébrile, sévère qui peut, mettre en difficulté les personnes. Notamment les personnes, âgées et les personnes immunodéprimées. Ce sont les personnes à risque. Ça marche aussi chez le cheval, je pense, même si je suis pas entièrement certain.
Je vais vous présenter maintenant l'évolution du virus West Nile en France et c'est pour ça, on va arriver au concept «une seule santé». Le virus West Nile, à la base, il était circonscrit dans le pourtour méditerranéen, comme vous le savez, et il y a eu une émergence en 2022. Je crois qu'on en a déjà parlé l'année dernière, lors d'une conférence du RESP et cette émergence, elle signale que, ben, déjà, il y a le virus qui a pu se déplacer jusque là-bas, que ce soit par les oiseaux, par un moustique, ou par autre chose et ça veut surtout dire qu'il faut, eh ben, se coordonner au niveau local pour, sensibiliser les acteurs, pour, pouvoir détecter. Au niveau, européen, vous voyez en 2023 des cas très importants en Nouvelle-Aquitaine et enfin beaucoup de cas plutôt, en fait, pas des cas très importants, des beaucoup de cas en Nouvelle-Aquitaine et en 2024, c'est la même logique, sauf que cette fois-ci, c'était pas en Nouvelle-Aquitaine, c'était dans le sud de la France. Je tiens à faire un petit point quand même sur, l'Italie, qui a un autre système de surveillance. On va arriver au système de surveillance français juste après, c'est important. Le système de surveillance, italien est bien plus actif, parce qu'ils ont beaucoup plus de cas et donc beaucoup plus de dangers vis-à-vis du West Nile. Donc c'est pour vous dire que même sur un système de santé italien qui est, comparable au nôtre, il y a quand même, des situations plutôt climatiques, hein, épidémiologiques, de forte circulation où le virus West Nile est très important et pris en compte de manière, adéquate, dans ce sens-là. En France, on n'a pas la même, approche de la surveillance parce qu'on n'a pas le même nombre de cas. La surveillance, c'est toujours un rapport bénéfice-risque. C'est toujours un rapport entre le coût qu'on va mettre, tout le prix que va coûter la surveillance et l'importance de la circulation. En France, on a pris la décision a été prise de faire une surveillance événementielle, c'est-à-dire qu'on va récupérer, des oiseaux, des animaux de manière générale, symptomatiques et on va les tester pour voir si le virus a circulé chez eux ou pas. Donc dans la faune, donc auprès grâce à l'OFB, aux fédérations de chasseurs, aux parcs zoologiques, aux centres de soins. Et au niveau des équidés, c'est à travers le RESP, les vétérinaires, les éleveurs, enfin vous, avec également un rôle des DDPP et des laboratoires, notamment le laboratoire national de référence à Maisons-Alfort. Pour la surveillance humaine, c'est l'équivalent que des équidés, c'est donc les centres hospitaliers, les médecins, l'ARS, donc qui est l'Agence régionale de santé, Santé publique France et le Centre national de référence pour les arbovirus. Il n'y a pas de surveillance entomologique. Enfin, j'ai cité quand même, l'EID, mais, enfin, c'est pas les seuls, mais, il n'y a pas vraiment de surveillance entomologique au sens, officiel. Il y a des projets de recherche, mais c'est pas, implanté de manière régulière. Cette surveillance événementielle, voilà, elle est, en adéquation avec le nombre de cas qu'on a sur le territoire français. Tout ce que je vous montre là, cette surveillance, le nombre de cas, la présence de cas humains, équins et également des quelques oiseaux, nous font dire que, peut-être qu'il y a quelque chose à voir en liant ces 3 santé. Les santé animale, la santé humaine et la santé environnementale ou la santé de l'écosystème. Et c'est pour ça que j'arrive vers, le concept «une seule santé», le concept One Health. Alors ce schéma, on va le décomposer ensemble. Tout d'abord, vous avez ici à gauche les écosystèmes avec à l'intérieur la faune sauvage et des pathogènes zoonotiques ou d'autres dangers comme les cyanobactéries, enfin bref, d'autres pathogènes. Ces pathogènes vont pouvoir déborder, donc c'est le mot ici là, spillover, ils vont pouvoir déborder vers la faune domestique, vers les humains et ensuite le compartiment, on va dire, humain, faune domestique va pouvoir à nouveau avoir des pressions sur les écosystèmes, les déforestations, les échanges, voilà. Donc on a un lien qui est quand même assez démontré entre les écosystèmes, la faune qu'il y a dans les écosystèmes, les humains et la faune qu'il y a proche des humains, la faune domestique. Le concept One Health, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et de regarder pas seulement la santé de notre animal, pas seulement la santé de nous, en tant qu'humains, parce que j'imagine qu'on est tous humains autour de cette, visio. C'est de vraiment de prendre en compte, de prendre un peu de recul et de prendre en compte tout en même temps. Et donc ça veut dire mieux prédire, parce qu'on va pouvoir, remarquer un signal, un peu engageant sur la faune sauvage, mais également sur l'humain, également sur l'écosystème et de mieux détecter, des émergences, des circulations de pathogènes. Tout ça pour aller jusqu'au contrôle et à la gestion en fait et l'innovation parce que les écosystèmes ont forcément un impact sur l'humain et inversement. C'est l'idée générale du concept One Health et appliqué au virus West Nile, donc je vous ai remis le petit schéma, comme je dis, on y revient. Donc on a ici le compartiment animal avec d'un côté de la faune qui va plutôt être sauvage et des équidés, toujours des animaux. On a, le compartiment hu oups, j'ai cliqué trop vite, le compartiment humain, avec, bah, les humains qui vont avoir des symptômes, même si c'est des impasses épidémiologiques et le compartiment environnemental
Alors, il est représenté par le moustique. Les puristes me diront que le moustique est un animal, mais je répondrai que le moustique est un animal qui est fortement lié aux conditions environnementales dans lesquelles il vit, la température, l'humidité, la présence de gîtes larvaires ou non. Et donc, la gestion du moustique, c'est un sujet environnemental, c'est un sujet de gestion de l'aménagement du territoire et voilà. Donc, on est sur un cas, le West Nile, un cas à une seule santé qui va être, assez important. On est dans une situation où on est face à des silos, la santé humaine de son côté, la santé animale de l'autre, la santé environnementale, et d'autres petites nuances. On est dans une situation relativement de crise où, ben, il va falloir communiquer entre ces différents silos, au niveau local et au niveau, national, et l'objectif du concept «Une seule santé», malgré ces limites structurelles, hein, que sont les silos et les crises qui peuvent, tout de suite mettre un peu un coup d'arrêt à la collaboration, c'est vraiment de permettre la coordination et la communication entre ces différentes structures, entre les différents silos, pour aboutir vraiment à une santé, on va dire, par anticipation et du coup moins coûteuse. Je vais maintenant passer à parce que là, tout ça, c'est du concept. Tout ça, c'est, vraiment l'idée générale, qu'on essaie de porter, dans notre action. Et maintenant, je vais vous montrer concrètement qu'on a essayé de faire en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément en Gironde en 2023, puis après en Nouvelle-Aquitaine 2024-2025. Nous avons activé un réseau. Donc en fait, l'idée, c'est nous avons des connaissances, des collaborations qui est je dis «nous» parce que c'est vraiment un ensemble d'acteurs. Différents acteurs de la santé humaine, par exemple l'Agence régionale de santé, des médecins, du CHU, des spécialistes, des transplanteurs. Le domaine de la santé animale, alors là, c'est vraiment vous, c'est, le RESP, les, laboratoires départementaux, l'IFCE, les vétérinaires, les éleveurs et propriétaires de chevaux. Nous avons les acteurs de la faune sauvage, ce sont pas vraiment les mêmes avec, le SAGIR, l'OFB, les centres de soins, la fédération de chasseurs et d'autres, types d'acteurs. Et nous avons des acteurs de l'environnement, les collectivités notamment. Alors je crois que là, il y a une faute d'orthographe dans mon bref. Mais les collectivités territoriales notamment qui ont un rôle très important dans l'aménagement du territoire. Et donc tous ces acteurs-là, l'objectif en 2023, ça a été de les faire se rencontrer et de les réunir autour d'un moteur, d'un sujet. Et ben, ce sujet, c'est, vous entendez, le West Nile, parce qu'il implique toutes les santé, comme on l'a vu. Il est important, que ce soit pour les humains, pour les animaux ou pour l'environnement à travers les moustiques, et il est non urgent. C'est-à-dire que c'est un sujet qui va permettre une collaboration dans l'intersaison qui est plutôt calme, c'est-à-dire lorsque les moustiques ne circulent pas, c'est-à-dire en hiver, et donc on va pouvoir mettre en place des mécanismes de collaboration entre les partenaires. En Gironde en 2023, je vais creuser un peu plus le sujet. On avait 40 en réalité un peu moins je crois, une 40-45 institutions présentes dans ce réseau. Là, ce diagramme, c'est un diagramme, que j'ai réalisé en 2024 qui n'est pas complet. Actuellement, surtout en fait au fur et à mesure où on a de plus en plus d'acteurs, donc ouais, c'est compliqué d'avoir quelque chose de complet, mais autour de 45 institutions. Je vais vous présenter le fonctionnement du réseau. Le réseau, c'est très simple. L'objectif, c'est de transmettre des informations fiables. Donc vous vous doutez bien que tout le monde dans le réseau n'a pas vocation à aller, mettre en place des mesures de gestion sur les moustiques, voilà, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, on se transmet des informations et notamment les signaux faibles. C'est la ligne suivante, avec, vraiment l'objectif de pouvoir anticiper. C'est-à-dire que si on a un signal faible de cheval et d'oiseaux et de moustiques, et ben, on va pouvoir commencer à se dire: «Ah, il va falloir, faire quelque chose». Également, un des objectifs de participer à la recherche à la santé publique. Tout simplement parce que si j'arrivais vers vous, imaginons que vous soyez, je sais pas, je regarde une carte, en Côte d'Or et qu'on vous dise qu'il y ait du West Nile. Vous allez me dire: «Ah bon, qu'est-ce que c'est?» Et donc déjà, transmission d'informations et ensuite, mais à quel point ça a circulé? Et où est-ce que ça a circulé? Et ben, c'est ça, ce troisième point, c'est la participation à la recherche à la santé publique. Donc c'est produire des nouvelles, informations à travers des opérations de recherche opérationnelles. Et évidemment, quelque chose qui nous semble à tous très logique, c'est des réunions locales entre partenaires pour se sensibiliser mutuellement, mieux se connaître en amont d'éventuelles crises sanitaires. Encore une fois, c'est un réseau Une Seule Santé, donc c'est pas seulement la crise sanitaire liée au West Nile. Et tout ça dans une ambiance qu'on a essayé de produire. Donc l'objectif, c'est d'être le plus transparent possible, s'il y a une information, elle est transmise, mais l'information, y compris son degré de certitude. C'est-à-dire on se dit: «Bon, voilà, on a un doute», mais vraiment un doute faible, hein. Ou alors là, on a plutôt un doute, important, on se dit qu'il y a quelque chose de grave.
L'interdisciplinarité, donc ça reprend un peu cette idée de communiquer entre silos, entre un médecin spécialisé en médecine humaine, on va dire, avec un propriétaire de cheval, avec, derrière également une collectivité territoriale qui va gérer l'aménagement du territoire. Il va falloir, communiquer les uns avec les autres et étape par étape pour ne pas surcharger les emplois du temps, c'est très important. L'activation du réseau s'est faite en 3 temps. Premièrement, une réunion d'un comité de pilotage, donc en 2023, avec, des experts et des gestionnaires, de crise, plutôt des structures régaliennes, avec, l'animateur au milieu. Donc l'animateur, c'était moi et c'est toujours moi pour l'instant. Donc pour objectif de, voilà, de synthétiser toutes les communications, en fait, de parler d'une seule voix, ce qu'on souhaite tous. Une, réunion ensuite stratégique, avec tout le réseau, où on a défini ensemble les ambitions, donc la détection précoce, la réactivité toujours, hein, la diffusion d'informations et la sensibilisation. Je me répète un peu, mais c'est la même idée. Et ensuite, des conséquences de ces réunions, tout d'abord des communications, avec des conférences, des communiqués, voilà, vers les sentinelles et une gestion de crise, alors ça je vais y revenir plus tard, mais il y a eu une détection précoce d'un cas humain, à Bordeaux et le réseau s'est animé, peu après, vous voyez, 1 mois après l'activation du réseau. Avant de revenir à la gestion de crise, je vais aller vers les résultats de recherche opérationnelle, donc répondre aux questions des partenaires de terrain sur le terrain. Donc, à travers une utilisation de moyens, on va avoir une production scientifique qui va n répondre à la question, par exemple: «Où le virus a-t-il circulé?» Parce qu'en 2022, on a 3 cas, mais on ne sait pas précisément, où est-ce qu'il a circulé. Encore une fois, 3 cas, c'est le haut de l'iceberg. Donc on a, produit, un certain nombre de prélèvements. Alors je ne sais pas si c'est un article qui est sorti il y a pas si longtemps, peut-être que certains l'ont déjà vu, en collaboration avec le LNR, avec le RESP, avec la clinique de Conques et bien d'autres acteurs. J'inclus dedans, certainement des personnes qui sont peut-être là, qui nous ont gentiment permis de prélever leurs animaux et donc on a eu, des résultats assez intéressants sur le virus West Nile. Donc chaque rond représente une écurie et la couleur à l'intérieur, c'est, le taux de séroprévalence. C'est un marqueur de l'exposition, je dis bien l'exposition, c'est pas la circulation, c'est l'exposition des chevaux au virus West Nile en 2022. Voilà, parce qu'on a prélevé pendant l'hiver, fin d'hiver, 2023 et donc voilà, vous voyez que ça a circulé pas seulement là où il y a eu les cas détectés, donc il y a eu un cas détecté là, un cas détecté là, un cas détecté pardon ici. Vous voyez, il y en a eu un peu plus, mais ça reste quand même autour de cette zone-là, avec Bordeaux qui est quand même juste là. Cette analyse a ensuite motivé d'autres analyses, notamment des pièges à moustiques. Des pièges à moustiques modifiés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on a réussi, grâce à ces pièges à moustiques modifiés, à mettre en évidence en 2023, non pas l'exposition précédente d'animaux, mais la circulation active de virus au sein de l'écosystème, girondin. Et évidemment, ça, c'est des résultats de recherche, mais ça a été transmis, presque instantanément au Conseil de santé publique, donc ces 2 informations-là et ont permis de lancer en anticipation, donc c'est vraiment là qu'on a réussi à donner un sens à notre action, de lancer par anticipation le dépistage en Charente-Maritime. Alors je crois qu'il y a quelqu'un de la Charente-Maritime qui s'est connecté, mais en fait en 2023, c'est notre faute si vous avez eu, ce dépistage, génomique et peut-être heureusement que vous l'avez eu parce que, on a lancé en anticipation le dépistage, génomique, par anticipation en Charente-Maritime. Excusez-moi, je me suis perdu, mais tout ça pour dire qu'on a réussi à briser plus ou moins les silos entre santé animale, humaine et environnementale par cette décision du conseil et je vous donne quand même un petit bilan. Il y a eu, 13 poches de sang qui étaient infectées, donc Ouzouv, là, c'est un petit cousin du West Nile qui peut provoquer aussi plus rarement des symptômes et ces 13 poches de sang, ça aurait été, du coup 39 produits sanguins différents, parce qu'ils séparent en 3 ça, l'établissement français du sang et donc 35 personnes qui auraient pu être exposées à ces virus qui auraient pu leur provoquer des graves symptômes. Donc c'est pour ça que le dépistage génomique a été mis en place. Et donc vous voyez un certain nombre de cas, la majorité des cas étaient en Gironde avec quand même beaucoup en Charente-Maritime. Et maintenant je vais aller, vers, l'évolution, vers la suite logique. Tout d'abord une extension parce que, alors comme vous le savez peut-être, en 2023, 2024, 2025, il y a eu des cas. Donc il y a eu des cas en Charente-Maritime, en Charente, en Gironde en 2023. En 2024, il y a eu des cas beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus étendus, notamment dans la Vienne, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Vendée. Et ce que ça signale, c'est que le virus a continué de circuler et on ne sait pas pourquoi il y a eu si peu de cas. Il y a plusieurs pistes, hein. Ça peut être soit des conditions climatiques défavorables envers les moustiques, avec, vraiment beaucoup d'eau qui ont nettoyé les gîtes larvaires, qui ont flushé, on dit, les gîtes larvaires, ou, simplement une protection des, animaux
par séroconversion, c'est-à-dire que tous les animaux qui étaient faibles, ont été exposés et ont séroconverti et sont protégés notamment au niveau des oiseaux, en tout cas temporairement. Actuellement, le réseau en 2025, il regroupe des partenaires de tous ces départements et de beaucoup de la région. On a 82 institutions présentes. Institutions, ça veut dire des groupes, ça peut être une clinique vétérinaire est considérée comme institution dans ce modèle ou Bordeaux Métropole ou le conseil régional, voilà. Des acteurs, au niveau régional et au niveau départemental. Les objectifs sont les suivants, donc là, bon, c'est on suit les intérêts des partenaires, c'est-à-dire la formalisation du réseau, vraiment, avoir une forme un peu plus, juridique, peut-être. Viser toujours la coordination locale, donc ça, c'est vraiment l'objectif final, la coordination locale, intérêt général. Viser la préparer la pérennisation, parce qu'un doctorant, ça ne reste pas toute sa vie en doctorat et répondre aux questions posées. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Donc on essaie de répondre et alors là, je vais développer quelques petites choses après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est grâce aux acteurs de terrain qu'on arrive à le faire et je ne sais pas s'il y a des vétérinaires d'ailleurs, qui participent, ici ou des éleveurs qui participent en ce moment aux prélèvements. Il y a des prélèvements dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime. On essaie d'en faire en Charente également, et il y a eu bien sûr tous les partenaires de Gironde, de 2023. Et enfin là, cette petite phrase ici est très importante. On est, dans une situation où on essaie de faire un réseau une seule santé, un réseau One Health. Le but, c'est pas simplement de rester focalisé sur le West Nile, qui certes est très important et qui j'imagine vous intéresse plus en tant que partenaire plutôt du domaine équidé, mais c'est également d'envisager d'autres sujets qui vont nous toucher d'une manière ou d'une autre et auxquels vous allez pouvoir participer. À la santé publique en général, hein. Et donc dans ces autres sujets, il n'y a pas que des zoonoses, il n'y a pas que des pathogènes, de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal. Il y a aussi des cyanobactéries, par exemple, qui sont dans l'environnement et qui vont pouvoir, faire du mal à tout le monde ou des polluants. Voilà. Donc c'est vraiment, cette idée-là d'une seule santé qu'on essaie de transmettre. Donc je vais aller rapidement sur les projets de recherche. Tout d'abord, des campagnes de prélèvement sur l'avifaune parce que vous en doutez, c'est quand même là le cœur du raisonnement, c'est-à-dire quelle espèce, est vraiment l'amplificatrice? Parce qu'on a beaucoup effectivement de rapaces, de corvidés qui vont développer des symptômes, qui vont mourir, mais est-ce que c'est parce qu'on retrouve seulement leurs cadavres parce qu'ils sont plus gros? Est-ce que c'est parce qu'ils sont réellement, plus, amplificateurs? Ou est-ce que c'est juste qu'ils mangent des petits oiseaux qui, eux, sont fortement infectés? On ne peut pas savoir, il y a peut-être encore d'autres options, voilà. Les, nouvelles méthodes d'échantillonnage, ça pourrait quand même être intéressant plutôt que de passer par du sang, de passer plutôt par des plumes, par des fientes, par des œufs éventuellement ou des écouvillons. C'est moins invasif et ça va beaucoup plus vite. Toujours dans cette idée, de réduire les coûts, en étant le plus pertinent possible, on essaie d'identifier de nouvelles sentinelles, donc notamment des mammifères, soit pour documenter l'exposition de la faune sauvage, donc là on passerait plutôt par des buvards, au niveau rural, donc sur des cervidés, des sangliers, des ragondins éventuellement, ou en zone urbaine, sur des canidés, des colombidés, canidés ou autres carnivores domestiques. Parce que là, il y a déjà des prélèvements de sang qui sont faits, vous en doutez par mes collègues, en clinique canine et peut-être certains d'entre vous, vétérinaires, font des prélèvements, de prophylaxie bovine, ovine et caprine. Ça peut être également une source d'information. Il faut juste réussir à montrer que le bovin séroconvertit comme, le cheval. Ça, c'est de la recherche. Toutes ces données, encore une fois, c'est l'objectif de santé globale. C'est vraiment on veut créer une base de données et l'utiliser sur d'autres sujets, des maladies à tiques, des cyanobactéries, c'est ce petit truc-là ou d'autres virus. Tout ça, encore une fois, donc dans un outil d'intérêt général et pour, produire des mesures de contrôle adaptées à la situation. On essaye toujours de voilà, d'avoir ce rapport bénéfice-risque pour proposer aux décideurs publics, des choses les plus, intéressantes, les plus pertinentes possibles. Je vais essayer de conclure. Le virus West Nile, même si j'en ai finalement c'est le moteur, hein, du réseau Une Seule Santé, ça reste très important de bien se rappeler cette base-là. C'est vectorisé. C'est le moustique Culex qui va le transmettre d'un animal à un autre. L'autre amplificateur, ça reste l'avifaune majoritairement et on ne sait pas forcément qui dans l'avifaune. Les mammifères sont des impasses épidémiologiques, il n'y a pas de mesure, de blocage, des individus, qu'ils soient humains ou chevaux, pas de confinement donc, pertinente lorsqu'on est infecté ou exposé à ce virus-là. Et enfin sur le concept, Une Seule Santé. Le concept d'une seule santé, je pense qu'il faut retenir, c'est ce lien qui existera toujours entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. C'est quelque chose dont on ne pourra pas se défaire et où si on continue
on va dire de s'intégrer un peu violemment dans l'environnement, on risque d'avoir de gros problèmes comme on a pu l'avoir il y a quelques années. L'objectif dans la concrétisation de ce concept, c'est de créer des liens entre des communautés différentes, donc passer par l'écoute, passer par la discussion et vraiment essayer avec optimisme de mieux gérer de futures crises sanitaires. C'est porteur de sens, mais c'est chronophage et c'est un temps qu'il faut prendre. Ça permet de répondre à des questions posées à moindre coût, parce que quand on utilise tous les moyens entre une clinique, un laboratoire départemental et une DDPP, on aboutit à des oui, et un laboratoire national de référence, par exemple. On réussit tous à atteindre nos objectifs avec des coûts bien moindres et ce n'est pas restreint aux zoonoses. Encore une fois, je me permets de le, rappeler. Merci beaucoup pour votre attention.